Depuis les indépendances, les politiques économiques africaines ont souvent été façonnées à l'extérieur. Les pays africains se voyaient imposer des stratégies dictées à Washington, Paris ou Londres, sous couvert d'aide et de développement. Derrière ces promesses se cachaient en réalité des mécanismes qui privaient les États de leur souveraineté. Mais un changement s'opère. De plus en plus de dirigeants affirment que l'Afrique doit posséder elle-même ses richesses et décider de ses priorités. C'est dans ce contexte qu'arriva une offre du FMI au Burkina Faso. Sur le papier, il s'agissait d'un plan de soulagement de dette d'environ 300 millions de dollars, assorti d'un projet d'innovation monétaire numérique. En réalité, l'accord exigeait la mise en garantie des réserves d'or du pays et ouvrait la voie à un contrôle extérieur de son économie. Les négociateurs occidentaux s'attendaient à un accord sans résistance, persuadés que Ouagadougou plierait comme d'autres avant lui. Mais le président Ibrahim Traoré surprit le monde. En conférence de presse, il rejeta publiquement l'accord, dénonçant « coup d'État économique » camouflé en assistance. En un geste, il mit à nu les mécanismes de dépendance qui, depuis des décennies, maintenaient l'Afrique sous tutelle financière. Ce refus n'était pas seulement une décision technique, c'était une affirmation historique que la richesse africaine appartient d'abord aux Africains. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. À Washington, des voix anonymes au sein du FMI exprimèrent leur colère et prévinrent que Traoré mettait son pays en danger. À Paris, certains éditorialistes parlèrent des « isolements international » et de sanctions implicites. L'Occident s'attendait à une capitulation, mais se retrouva face à une rébellion ouverte. En Afrique, l'écho fut à l'opposé. Dans les rues de Ouagadougou, des foules immenses scandèrent le nom de Traoré. Des pancartes affirmaient « Pas notre or, l'Afrique n'est pas à vendre ». Le peuple comprit instinctivement que ce geste marquait une rupture avec des décennies de spoliation. Rapidement, la vague gagna les pays voisins. Au Mali, les médias publics parlèrent d'un moment historique et d'une « ligne rouge » désormais établie. Au Niger, les dirigeants annoncèrent qu'ils réexaminaient leurs propres contrats miniers et énergétiques. Dans toute la région sahélienne, par WhatsApp, radio locale et télévision panafricaine, le refus du Burkina Faso fut perçu comme une victoire collective. Ce n'était plus une simple décision nationale, c'était le début d'une lutte continentale pour l'émancipation économique. Pourquoi ce contrat était-il si dangereux ? Parce qu'il reposait sur des mécanismes sournois d'exploitation, perfectionnés au fil de décennies. Au cœur de l'accord se trouvait une clause de collatéralisation. Le Burkina Faso devait mettre en gage 300 millions de dollars de ses réserves d'or. Si, pour une raison quelconque, chute des cours mondiaux, instabilité régionale, retard budgétaire, le pays échouait à respecter les échéances, le FMI obtenait le droit légal et irrévocable de saisir l'or. En clair, une perte définitive et irréversible de la souveraineté sur une ressource stratégique. Mais ce n'était qu'une partie du piège. L'accord introduisait aussi le « Phoenix Dollar », une monnaie numérique prétendument adossée à l'or, censée stabiliser l'économie burkinabé. La présentation parlait de modernisation et d'innovation. En réalité, cette monnaie aurait été contrôlée par des banques et institutions occidentales. L'or burkinabé aurait donc servi de fondation à une devise étrangère, tandis que la population du pays restait exclue de ses bénéfices. Pire encore, à long terme, tout nouvel or extrait aurait pu être automatiquement lié aux réserves du Phoenix Dollar, siphonnant la richesse du pays vers l'extérieur. Derrière le discours technologique se cachait un outil de domination géopolitique. Loin d'être une simple monnaie, le Phoenix Dollar aurait permis à Washington et à ses alliés de dicter le rythme de la croissance africaine, de bloquer des dépenses publiques, d'imposer des conditions sur la politique intérieure. En un mot, c'était une nouvelle forme de colonialisme financier sans armée, mais avec des algorithmes et des contrats. Le refus de Traoré ne sort pas de nulle part, il s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis quelques années, les pays du Sahel redéfinissent leur rapport à leurs ressources. Au Burkina Faso, 5 grandes mines d'or ont été nationalisées en 2025, transférées à la Compagnie publique nationale. En une décision, une part énorme du PIB échappa aux multinationales et fut réorientée vers le budget de l'État. Au Mali, le gouvernement reprend progressivement le contrôle sur la production aurifère. Au Niger, le débat se concentre sur l'uranium, vital pour l'énergie nucléaire française, longtemps exploité à vil prix. Désormais, Niamey exige des revenus plus élevés et un contrôle accru. Cette vague n'est pas isolée. Elle prend la forme d'une doctrine régionale. Les gouvernements militaires du Sahel, souvent décriés comme instables, considèrent que la souveraineté économique est inséparable de leur survie politique.
Ils ne négocient plus seulement des accords de sécurité, mais coordonnent aussi leurs choix économiques, ressources, contrats, fiscalité. Et cette fois, les populations suivent. Dans les villages et les villes qui voyaient autrefois partir leurs richesses sans bénéfice local, on sent un vent de revanche. L'idée que les ressources doivent d'abord profiter aux Africains gagne du terrain. Cette légitimité populaire donne aux dirigeants la confiance nécessaire pour affronter le FMI. Pour comprendre la portée de ce refus, il faut remonter en arrière. Depuis un demi-siècle, le FMI applique toujours la même recette, prêter aux pays en crise, mais en imposant des conditions destructrices. Austérité, coupes massives dans les budgets sociaux, écoles, hôpitaux, subventions alimentaires. Résultat, des générations entières sacrifiées au nom de l'équilibre budgétaire. Privatisation, vente des entreprises publiques aux multinationales étrangères, privant les États de ressources stratégiques. Dévaluation monétaire, imposée pour stimuler les exportations, elle rendait les importations, alimentation, médicaments, hors de prix, aggravant la pauvreté. Ces mesures n'étaient pas des erreurs, elles visaient à maintenir une dépendance structurelle. Les dettes devenaient impossibles à rembourser, forçant les pays à revenir sans cesse pour de nouveaux prêts. L'aide n'était qu'un appât, la dépendance, le véritable objectif. Ce système, habilement camouflé derrière des discours techniques, a remodelé l'économie africaine, exporter des matières premières, importer des produits manufacturés, réduire les services sociaux, et rester piégé dans une spirale de dette. Ceux qui osaient s'opposer, comme Thomas Sankara au Burkina Faso, étaient marginalisés ou éliminés. Le génie du système tenait à son invisibilité. Pas de chars ni de fusils, seulement des contrats et des chiffres. Mais Traoré, en qualifiant l'accord de « coup d'État économique », a révélé ce que des millions savaient mais que peu osaient dire. Le FMI ne sauve pas, il soumet. Et une fois que la mécanique est visible, elle perd sa légitimité. Le refus du Burkina Faso ne marque pas seulement une rupture, il ouvre une nouvelle voie. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir économique du continent n'est pas dessiné à l'extérieur, mais discuté et construit par les Africains eux-mêmes. Cette nouvelle voie repose sur plusieurs piliers. Indépendance financière. Des institutions comme l'Afreximbank ou la Banque africaine de développement se renforcent, offrant des financements adaptés sans exiger d'or ou d'uranium en garantie. Commerce intra-africain. Avec la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, l'objectif est de briser le cycle de l'export brut et de la réimportation coûteuse. Les richesses africaines doivent circuler entre États du continent. Autonomie monétaire. Plutôt qu'accepter des monnaies numériques occidentales, l'Afrique explore la création de devises numériques régionales ou panafricaines, adossées à ses propres réserves. Industrialisation. Il ne s'agit plus seulement d'extraire, mais de transformer localement, raffinerie d'or, usines de transformation, industrie de défense, énergie. Unité régionale. La coordination entre pays du Sahel, autrefois perçue comme fragile, devient un atout. Ensemble, ils parlent d'une seule voix face aux institutions financières mondiales. En rejetant le contrat, Traoré n'a pas seulement sauvé 300 millions de dollars d'or, il a exposé un système entier, et donné de la légitimité aux alternatives africaines. Là où le FMI tirait sa force du silence, il y a désormais un cri de ralliement. Ce moment pourrait bien marquer le début d'un siècle africain, non plus celui de la soumission, mais celui de l'affirmation, où l'Afrique cesse d'être la carrière du monde pour devenir maître de son destin. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.